1er novembre 1954, le déclenchement de l'insurrection du Front de libération nationale met fin à la paix coloniale qui règne en Algérie. Cette drôle de paix avait été imposée par la France, après une conquête militaire qui s'était étalée sur plusieurs décennies depuis 1830. Elle avait été marquée par la brutalité des combats, les exactions contre les civils et la répression violente des révoltes. L'ordre colonial maintient les musulmans d'Algérie, qui représentent près de 90% de la population, au rang de citoyens de seconde zone, dans un pays dominé par les colons européens et par leurs descendants. Le système colonial a commencé à montrer sa fragilité durant l'entre-deux-guerres, avec la montée des revendications nationalistes. L'échec de la voie légale, après les massacres de Sétif en 1945 et le trucage des élections par les autorités coloniales, incite une partie des militants nationalistes à engager l'épreuve de force contre les autorités françaises. Dans cette guerre, qui commence en 1954, les combats entre l'armée française et la rébellion sont d'abord assez localisés. Ils s'étendent, progressivement, en 1955 et 1956 à toute l'Algérie. Cette guerre cruelle oppose deux camps, a priori irréconciliables. D'un côté, le FLN se bat pour l'indépendance totale et inconditionnelle de l'Algérie. De l'autre, les gouvernements français veulent au contraire tout faire pour garder l'Algérie française. Comment, dans ces conditions, trouver un chemin vers la paix ? À l'été 1956, le socialiste Guy Mollet, chef du gouvernement, engage des discussions officieuses avec le FLN, tout en renforçant l'effort militaire sur le sol algérien. Les contradictions de cette politique, tout comme les divisions internes des Algériens, rendent difficile l'aboutissement de ces échanges. L'interception, le 22 octobre, de l'avion des leaders du FLN par l'aviation française est ordonnée par les militaires et par les ministres Lacoste et Lejeune, sans consulter Guy Mollet. Elle met fin à toute possibilité de dialogue. Elle montre surtout la faiblesse des dirigeants français face à une armée et à un lobby colonial décidé à écraser le FLN coûte que coûte. La guerre s'enlise, sans solution crédible, avec son cortège de tortures et d'assassinats. Elle déborde en 1958 sur la Tunisie, où la France bombarde les forces du FLN, protégées par le gouvernement tunisien. Ces incidents incitent les États-Unis et la Grande-Bretagne à proposer leur médiation. Le conflit devient une question internationale. L'acceptation de cette médiation par Paris provoque à Alger, le 13 mai 1958, l'insurrection des partisans de l'Algérie française. Une nouvelle fois, une partie des militaires et des Européens d'Algérie refusent une paix négociée. Cette révolte va précipiter la chute de la 4e République et l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. De Gaulle, investi le 1er juin 1958, cherche avant tout, sans plan préétabli, à sortir d'un conflit qui entrave ses ambitions internationales. Il propose d'abord en octobre une paix des braves, où les combattants du FLN déposeraient les armes, dans l'honneur, mais sans condition. La voie démocratique, dans le cadre français, reprendrait ses droits. Le FLN refuse catégoriquement cette solution, qui laisserait le destin de l'Algérie entre les mains de la France. Dès lors, la guerre s'intensifie. L'armée française liquide avec succès une grande partie des maquis. En septembre 1959, De Gaulle, qui se pense en meilleure position pour négocier, accepte le principe de l'autodétermination de l'Algérie. Cette avancée est un succès pour les nationalistes algériens. Malgré leur affaiblissement militaire, ils bénéficient pourtant de soutien de plus en plus net dans l'opinion internationale. Il faut dire que le mouvement des décolonisations, en Asie et en Afrique, a changé la donne. Le bloc communiste, d'abord prudent, soutient de plus en plus ouvertement l'indépendance, tout comme les États-Unis. La question algérienne est désormais débattue à l'ONU. Le FLN, qui s'est doté d'un gouvernement provisoire, le GPRA, s'est affirmé comme le représentant unique du peuple algérien. Vu de l'étranger, l'Algérie française est devenue une anomalie. Vue de France,
la guerre est aussi contestée par une partie de l'opinion, lassée de ce conflit où de nombreux appelés du service militaire perdent la vie. De Gaulle cherche maintenant à négocier. Il fait approuver par référendum le principe de l'autodétermination en janvier 1961. 75% des votants apportent leur soutien à cette démarche de sortie de guerre. Les partisans de l'Algérie française, indignés par ce qu'ils considèrent comme un abandon, déclenchent en réaction un coup de force militaire à Alger le 21 avril 1961. Le putsch échoue rapidement. Ce combat désespéré est repris par les terroristes de l'organisation armée secrète qui sème la mort en Algérie, comme en France. De son côté, le GPRA accepte de négocier sans conditions préalables et est reconnu par la France comme son seul interlocuteur. En mai 1961, commencent enfin à Évian les pourparlers entre Français et Algériens. Les discussions, plusieurs fois interrompues, aboutissent à un accord le 18 mars 1962. La France accepte l'indépendance d'une Algérie incluant les départements du nord du pays et le Sahara, avec, en contrepartie, des garanties importantes pour les intérêts militaires et pétroliers français et pour les Européens d'Algérie. Le lendemain 19 mars, à midi, un cessez-le-feu général est proclamé. Si les combats entre l'armée de libération nationale et l'armée française cessent, la guerre est pourtant loin d'être finie. Les 3 mois qui séparent le cessez-le-feu de l'indépendance sont le théâtre d'une violence décuplée de l'OAS. Dans une politique de la terre brûlée, elle s'en prend aux infrastructures construites par la France, mais surtout aux civils, qu'ils soient musulmans ou européens soupçonnés d'être favorables à l'indépendance. Durant ces mois sanglants, l'armée française, épurée depuis le putsch de 1961, la police et le FLN combattent l'OAS. Mais ces efforts ne suffisent pas à ramener la paix. Les affrontements durent, à Oran, jusqu'à l'indépendance. Le projet d'une cohabitation pacifique entre Européens et musulmans, porté par les accords d'Évian, paraît illusoire. L'exode d'une grande majorité des Européens et des Juifs d'Algérie s'accélère tout au long du printemps et de l'été 1962. Le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie est enfin proclamée. Ce moment de liesse générale pour le peuple algérien est pourtant éphémère. Le pays, bouleversé, est parcouru par des dizaines de milliers de réfugiés, de déplacés et d'anciens prisonniers qui regagnent leur ville et leur village. Les tensions, au sein du camp nationaliste, très fortes durant toute la guerre, éclatent au grand jour. Plusieurs groupes rivaux se disputent le pouvoir, revendiquant chacun sa légitimité. Le GPRA, qui a signé les accords d'Évian, aspire à diriger le pays. Il fait face au groupe de Tlemcen, constitué par Ahmed Ben Bella, avec l'appui de l'armée des frontières. Les forces de l'intérieur se divisent entre les deux camps. La crise dure tout l'été. Elle dégénère plusieurs fois en affrontements meurtriers, à Alger, comme dans le reste du pays. Ce contexte favorise les exactions et les règlements de compte contre la population civile. Excédée par cette guerre qui n'en finit plus, la foule d'Alger descend fin août dans la rue au cri de « 7 ans, ça suffit ». La crise s'achève, quelques jours plus tard, par la victoire de Ben Bella et de ses alliés. Les nouvelles autorités doivent maintenant s'atteler à la construction d'un État pour cette jeune nation. Elles doivent aussi reconstruire un pays dont l'économie et les structures sociales ont été bouleversées par cette guerre de 8 ans et par l'exode des Européens. De fait, la paix est encore fragile et la voie des armes reste pour certains le moyen de régler les querelles. Les armes parlent ainsi à la frontière marocaine en octobre 1963. Durant la guerre des Sables, les deux armées s'affrontent brièvement sur fond de querelles frontalières. Héritage de la colonisation, le tracé litigieux de leurs frontières dans le Sahara sème la discorde entre l'Algérie et le royaume voisin, qu'il avait pourtant soutenu dans son combat pour l'indépendance. Toujours en octobre 1963, des maquis sont reconstitués en Kabylie
par un des anciens dirigeants du FLN, Hosni Aït Ahmed, hostile à l'autoritarisme de Ben Bella. Cette rébellion armée combat durant 1 an et demi l'armée régulière. Les armes ne se taisent définitivement sur le sol algérien qu'en 1965. Ironie de l'histoire, c'est un militaire qui établit durablement la paix. Le ministre de la Défense, le colonel Boumedienne, renverse son ancien allié, le président Ben Bella, le 19 juin 1965. Ce coup de force ouvre la voie à 2 décennies de paix intérieure et extérieure pour l'Algérie. La paix, en Algérie, ne pourrait-elle être atteinte que grâce à l'armée ? Dès 1830, les forces militaires structurent la société et l'ordre politique. Après 1962, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un rôle tout aussi déterminant que joue l'armée nationale en Algérie.